Bonjour à tous, mon nom est Mélissa Ptachek, je suis responsable de l'information scolaire au Collège Barthes. On continue nos capsules sur les programmes qu'on offre ici. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sophie. Salut Sophie, ça va bien? Oui, Mélissa. C'est quoi ton rôle, Sophie, au Collège Barthes? Je suis coordonnatrice du programme en graphisme et motion design. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Peux-tu m'expliquer, c'est très, très simple comme question, c'est quoi le graphisme? Nous autres, on a le motion design en plus. Qu'est-ce que le motion design? Qu'est-ce qui les différencie aussi, s'il te plaît? Oui, c'est simple, mais en fait, même si le graphisme est vieux comme le monde, c'est pas si connu, le graphisme, en fait, parce que plusieurs ont l'impression de connaître le graphisme, mais c'est beaucoup plus vaste qu'on pense. Le graphisme, c'est, officiellement, si j'essaie de l'expliquer simplement, c'est tout ce qui peut être imprimé va passer entre les mains d'un graphiste. On pense à des dépliants, des brochures, des cartes d'affaires, mais tout ce qui est l'image de marque. Donc, à partir du moment où on met en place une compagnie, on va faire affaire avec un graphiste pour pouvoir créer son logo, d'abord et avant tout. Mais après ça, on parle de développer son identité de marque. Donc, notre logo, il va prendre place sur peut-être la devanture d'un magasin, des camions de livraison, mais après ça, toute la palette de couleurs qui va être développée autour de ça, comment on va décliner ça sur nos sites web, nos emballages, donc vraiment l'univers graphique de la compagnie. Ouais. Ça, c'est toute l'identité de marque, donc c'est vraiment vaste. Puis après ça, peut-être qu'on va vouloir, comme je disais, le décliner sur un site web. Donc, l'univers aussi numérique va faire partie de ce qu'un graphiste va faire. On va aussi, après ça, on parlait du motion design. Le motion design ou le design cinétique, c'est un peu la nouveauté du monde du graphiste. Donc, c'est de dire, ben, tous les designs visuels que l'on va créer maintenant aussi, on peut les animer. Nous, au collège, c'est peut-être le petit plus qu'on amène de dire on va mettre plus d'énergie aussi dans cette capacité-là. Donc, de dire non seulement on va développer nos designs visuels, mais on va aussi avoir la capacité de les animer. Donc, pensons à une animation qui va être un petit peu plus d'ordre publicitaire, d'ordre explicatif, donc des capsules vidéo explicatives, l'ouverture des Jeux olympiques, des trucs comme ça. Donc, c'est ce genre d'animation-là auquel on peut penser là, quand on parle de notion de motion design. OK, parfait. Ça. Donc, ça, c'est ce qui nous différencie beaucoup au Collège Barthes. Est-ce qu'on peut être juste motion designer? Oui, c'est sûr que dans le domaine, on peut trouver sa place de différentes façons. Dans certaines compagnies, on pourrait être un petit peu plus technicien en motion design, donc dire je suis vraiment un technicien animateur, donc un designer va être un peu plus calé ou connaître les besoins de ce que sera l'animateur technique, donc va designer pour ces besoins-là. Mais dépendamment des agences dans lesquelles on va se retrouver, il est possible aussi qu'on touche vraiment à tout, qu'on crée nos visuels et qu'on les anime également. Donc, ça va vraiment dépendre de la taille de l'agence et de la façon de faire de l'agence. Donc, certains de nos étudiants vont vraiment se développer comme des animateurs, donc vont être plus des designers, et d'autres vont trouver leur passion dans le fait de pouvoir participer à l'ensemble du projet. Donc, on peut vraiment là, trouver notre place un petit peu là, dans tous ces aspects-là. C'est jamais mauvais d'avoir les deux aussi dans Oui, bien, nous, on développe les deux. Mais ça va dépendre après ça. Qu'est-ce qui nous passionne, puis où est-ce qu'on veut se développer. Génial, merci. Puis à qui ça s'adresse, ce programme-là? Ça s'adresse au départ, là, le fait que ce soit un DEC de 3 ans, c'est sûr que ça s'adresse à des étudiants qui auraient complété leur secondaire 5. Là, si on parle de comment accéder au programme, donc la base, c'est d'avoir son secondaire 5 ou d'être en voie de le réussir. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'on s'adresse à des gens qui ont un intérêt pour le domaine des arts, le domaine de la création, des gens qui ont aussi quand même un intérêt pour le fait de travailler sur des ordinateurs. On ne se cachera pas que même si c'est des arts numériques, là, on ne passe pas à côté. Puis c'est des gens aussi qui vont comprendre qu'on est dans un domaine d'art, mais ce n'est pas des arts visuels où on est un artiste, on a le goût de s'exprimer, mais on s'exprime, puis on exprime seulement notre démarche artistique. On est vraiment dans un domaine d'art appliqué. On est en réponse à un mandat, en réponse à un client, on a un budget à respecter, on a un message à livrer. Donc, c'est de trouver finalement là, l'envie de
exprimer le mieux possible le client, trouver notre façon à nous d'être créatifs, mais d'être créatifs dans des barèmes, d'être créatifs avec dans... la vision de l'autre. Là. Exactement, tu sais, de pas juste partir sur une dérape puis faire ce que nous, on a envie de faire, mais de mettre sa créativité au service d'un mandat, d'un client puis d'une clientèle cible à aller rejoindre finalement. Bien écouter les Exactement. les désirs, Donc, d'avoir là, quand même une espèce de façon de respecter les barèmes puis d'être capable aussi de rester dans une certaine structure, mais de trouver son challenge là-dedans créatif, finalement. Et est-ce que tu as besoin d'être bon en dessin? Tu sais, oui, il faut avoir l'œil artistique. Est-ce que sur papier, il faut absolument être... c'est un atout. Je pense que c'est un atout. Mais quelqu'un qui aimerait le dessin pourrait l'exprimer, l'exploiter dans un domaine comme le nôtre, ça c'est certain. Plusieurs illustrateurs vont passer par le graphisme pour pouvoir aller l'exprimer par la suite. C'est une belle façon après ça de l'utiliser pour en faire des posters, des dépliants, tout ça. Par contre, est-ce que c'est une obligation d'être bon en dessin pour être un bon graphiste? Ça, c'est non, par contre, parce que c'est pas la seule façon de créer du visuel. Un graphiste peut s'exprimer par la photographie, peut aussi faire appel à des banques d'illustrations, peut travailler avec des illustrateurs pour faire sa job de graphiste. C'est pas obligé que ces illustrations viennent toujours de lui. Par contre, si c'est un bon illustrateur, c'est une corde de plus à son arc, puis ça fait qu'il peut davantage être maître d'une grande partie de son projet, puis ça peut être doublement valorisant. Par contre, est-ce que c'est obligatoire d'être bon en dessin pour être un bon graphiste? Non. Comme est-ce que c'est obligatoire d'être un bon photographe pour être un bon graphiste? Non, parce que on peut faire appel à une tierce personne, à un fournisseur. Mais est-ce que c'est un plus d'être un bon photographe? Est-ce que c'est un plus d'être un bon dessinateur, un bon illustrateur? Ben oui, c'est un plus. Mais est-ce que c'est obligatoire? Ben non. Mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir un intérêt, d'avoir un œil artistique? Ça, oui, par contre. Mais c'est pas obligatoire d'être un bon dessinateur. Non, parce que de toute façon, tu vas utiliser des logiciels aussi. Comme on disait tantôt, ça va être on travaille avec des banques d'images, puis tout ça maintenant est une nouvelle réalité. Comme l'intelligence artificielle et la nouveauté. Tu sais, on parlait de banques d'images. Ben la nouveauté à l'ère d'aujourd'hui, c'est maintenant aussi l'intelligence artificielle. On peut aussi faire générer des images de tout genre. On peut inclure l'intelligence artificielle à différents niveaux. On ferme pas les yeux là-dessus. Je veux dire, les agences travaillent avec ça. Pendant le programme? C'est inclus maintenant dans les nouveaux logiciels Photoshop, la suite Adobe, Illustrator, InDesign l'intègre dans ces logiciels. Donc, clairement, on l'intègre dans nos cours. On présente aux étudiants la façon de travailler, de bien travailler, de faire attention éthiquement à ce qu'on peut faire, à quoi peut-être ne pas faire. Donc, rester à l'affût aussi de tout ça. C'est de l'utiliser, c'est pas que ce soit le principal. Ben non, au contraire, justement, l'idée, c'est de t'assurer que tu vas faire une réflexion plus en profondeur parce que tu vas économiser du temps en début de projet pour peut-être ce qui te prenait du temps au niveau des croquis, des esquisses où tu étais moins habile quand tu essayais d'expliquer ton idée, tu n'avais pas la façon de la mettre sur papier, de la sortir de ta tête rapidement. Peut-être que l'intelligence artificielle, en essayant d'expliquer, en mettant tes prompts rapidement, tu vas pouvoir sortir l'idée de ta tête puis la présenter à ton client. Et de toute façon, je pense qu'on n'a plus le choix de l'enseigner. Là. C'est présent. Ça s'impose, puis c'est pas là pour disparaître. Là. Ça va être là, ça va s'imposer encore et encore. Parfait. Puis pendant le programme, qu'est-ce que les élèves font comme projet? As-tu quelque chose qui se démarque? Qu'est-ce qu'on fait à faire avec des vraies compagnies? Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 ans? On fait énormément de projets. Nous, on enseigne énormément par projet. Je veux dire, dès la session 1, nos étudiants ne restent pas dans l'abstrait très, très longtemps. Là. Je veux dire, je pense qu'à la 4e semaine, déjà, là, ils font des projets. L'enseignement se fait par projet au Collège Barthes. Ils font de tout. Là. Ils font des projets réels aussi. Là. On essaie autant que possible, dès qu'on peut, et dès la première année, là, d'inclure des clients réels. Peut-être que ce sera un projet fictif. C'est peut-être pas un besoins réels qu'ils ont. Des fois, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait faire, mais on fait des partenariats autant que possible avec des projets réels, autant que possible des OBNL, parce que l'objectif, c'est toujours, bien sûr, de ne pas aller couper l'herbe sous le pied de nos finissants, puis d'aller comme racler des mandats là, qui, eux, pourraient faire, mais vraiment là, de travailler avec des OBNL qui ont peut-être un petit besoin, puis de dire, ben on peut faire un logo pour vous, on peut faire un petit motion pour vous, donc de prendre des ententes avec eux. Qui va être utilisé aussi
aussi. Là. Oui, clairement. Puis des fois, c'est pour leurs réseaux sociaux. Des fois, c'est un petit logo, un petit partenariat comme ça qu'on fait avec eux en échange de produits, en échange d'un petit cours, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même valorisant pour les étudiants de ce côté-là. Donc, ça, on en fait quand même beaucoup. Et sinon, ben ça reste que aussi, on essaie de faire un juste équilibre entre des projets réels, des projets fictifs, puis faire des projets aussi où parfois, c'est très carte blanche volontairement, alors que d'autres fois, c'est très cadré, très limitant. Donc, de vraiment les faire jongler là, avec toutes les éventualités parce ça leur que apprend ce sera ça, exact. le monde réel. Des fois, la compagnie n'est pas née encore, donc tout le monde des possibles s'offre à eux, alors que d'autres fois, je sais pas moi, si Desjardins t'appelle, ben Desjardins, ils ont une palette de couleurs, ils ont un logo, tout est déjà fait, tu sais, puis il va falloir que tu deals avec cette réalité-là aussi. Donc, d'essayer de leur faire vivre le monde des possibles, finalement. Ça leur apprend à être aussi autonome, là, si c'est ce qu'ils viennent à faire plus tard, là. Puis à poser leurs questions aussi, c'est ce qui est intéressant, là. Tout à fait. Génial. Et la dernière session, nous, on a 3 ans, donc c'est une technique. Dernière session, il n'y a pas de cours. Qu'est-ce qui se passe pour les élèves? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont très peu de cours. Ben, le seul cours, si tout a bien été, si leur parcours a bien été, qu'il n'y a pas eu d'échec, ce qui est prévu, c'est un seul et unique grand cours qui s'appelle le projet d'intégration professionnelle. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est en faire une version qui est super flexible. Ça se décline en 3 options possibles. En fait, là, ce qu'on veut, c'est que il y a automatiquement dans ce grand cours-là leur exposition finale, finalement. Donc, c'est un peu... Si on prend la session de 15 semaines, on se dit qu'au premier tiers, il y a la grande exposition, le vernissage des finissables. Généralement, on essaie même là, de combiner plusieurs départements artistiques, là, autant cinéma, les graphistes, les gens aussi en animation 3D qui vont avoir un moment clé où le même soir, on va tenir la soirée portfolio, où les gens de l'industrie vont être invités à venir à la rencontre de nos finissants pour venir voir qu'est-ce qu'ils ont à présenter. Donc, on va les mettre en lumière, puis ils vont avoir à la fois là, des imprimés pour les graphistes, des imprimés, des démo reels de leur motion design qui vont rouler. Puis, les gens de l'industrie sont invités. Les invitations sont lancées longtemps à l'avance. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on le fait, donc c'est un événement qui est connu dans l'industrie, qui est attendu. Ils viennent à la rencontre de nos finissants, puis c'est vraiment le moment de faire du réseautage et c'est le moment clé où les compagnies savent qu'ils sont disponibles maintenant pour les stages. Donc, pour les 10 semaines restantes de la session, c'est une possibilité, l'option 1, d'aller en stage à l'externe dans les entreprises pour nos finissants. Donc, le projet d'intégration peut se transformer en stage à l'externe ou encore, si jamais l'opportunité est pas là parce que soit le milieu est pas prêt à accueillir des stagiaires, les portes s'ouvrent pas parce que les besoins sont pas là ou encore parce que l'étudiant se sent pas prêt encore à aller faire le pas puis à se lancer vers le milieu professionnel. Il y a 2 autres options qui s'offrent à lui. Soit il reste avec nous dans le milieu interne, donc dans un local, à l'école, où là, il y a des profs mentors, puis on appelle ça notre formule studio-école, finalement. Puis là, en studio-école, on développe vraiment l'étudiant comme s'il était dans un contexte de pigiste, de travailleur autonome, finalement. Puis là, vraiment, ce qu'on va vouloir développer, c'est sa capacité à comme s'il gérait sa petite business. Là. C'est quoi la réalité de gérer sa business, de prendre un client, puis faire une espèce de constat pour l'étudiant entre j'avais estimé combien de temps, j'ai facturé combien de temps, est-ce que ça a de l'allure, là, finalement, j'ai-tu passé le double du temps que j'avais travaillé, puis de se rendre compte pour l'étudiant de sa productivité, puis de sa rentabilité, puis de faire des ajustements de projet en projet pour finalement, à la fin de la session, réussir à se rendre à la rentabilité, parce que c'est ça qui est le moins évident pour l'étudiant au départ, de réaliser sa rentabilité. Et l'autre dernière option, mais c'est l'espèce de temps partiel. J'avais encore un cours de français à faire. J'ai une opportunité d'aller en stage à l'externe, mais je ne peux pas le faire 5 jours semaine. Je vais faire un 2 jours en studio-école. Je vais faire un 3 jours en stage à l'externe. Ou encore, je n'avais pas d'opportunité de stage en externe dès le jour 1, mais j'ai fait, je sais pas moi, 2-3 semaines en studio-école. Puis finalement, l'opportunité est venue, ben j'ai la possibilité de quitter pour les 5, 6, 7 dernières semaines. Fait que j'ai aussi cette option-là, de dire c'est pas parce que j'ai pas d'opportunité jour 1 que j'ai pas la possibilité de continuer de chercher. Puis si la porte, elle ouvre, ben j'aurai la possibilité de quitter.
à moins qu'il reste 2 jours à la session, bien sûr, là, mais tant qu'il reste un laps de temps encore pertinent pour vivre une belle expérience, on va les laisser aller pour aller vivre cette expérience-là. Parfait. Donc, ça reste super flexible, on s'adapte aux options. Est-ce que les jeunes vont plus en entreprise, en stage en entreprise, ou il y en a beaucoup qui restent... Souvent, ça finit par faire une espèce de moitié-moitié. Il y en a qui vont, qui reviennent. C'est un mélange. Mais dans les dernières années, on est sur un moitié-moitié. C'est vraiment, là, ça dépend des années. Il y a des années où presque tous ont pu vivre une expérience en stage à l'externe. Mais c'est vraiment selon le milieu. Ça varie d'année en année. Puis là, quand tu as terminé tes études, est-ce que c'est pertinent de continuer à l'université ou la technique, c'est assez? La technique en soi suffit parce que je dirais que nous, ce qu'on a vécu, c'est que la grande majorité, après leur technique, se rendent directement sur le marché du travail. Au Collège Barthes, c'est vraiment une minorité, là, une très grande minorité. Là, je pense qu'on a sur comme 7 cohortes de finissants là, qu'on a placées jusqu'à maintenant, je pense qu'on a 2 étudiants qui ont choisi de poursuivre à l'université. Est-ce que ça veut dire que c'est non pertinent? Je veux dire, ça peut être pertinent là, de poursuivre en soi. Ce serait dans le but d'aller pousser davantage l'aspect conceptuel, mais en soi, les outils, on les a et c'est aussi... on continue de se former quand on va sur le marché du travail. Donc, est-ce que tu veux continuer de te former tout en étant payé ou est-ce que tu veux payer pour continuer de te former? C'est un peu ça la question. Si tu as une porte d'entrée pour le marché du travail, ben moi, j'aurais tendance à dire, si tu te sens prêt, fonce, puis va te former sur le marché du travail. Mais souvent, si tu te sens pas prêt, là, l'université peut être super une belle porte, là, mais c'est pas une obligation. Non, clairement, nos étudiants, quand ils finissent leur technique, ils ont tout ce qu'il faut pour entrer sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils font les étudiants après? Est-ce qu'ils vont plus pigistes ou tu travailles plus en studio? C'est quoi les opportunités? Il y a des options. C'est sûr que de se lancer complètement comme travailleur autonome et tout ça, c'est quand même, c'est gros, là, parce qu'il faut que tu aies un peu toutes les connaissances, il faut que tu portes tous les chapeaux. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais. Il y a quand même une différence entre être travailleur autonome et pigiste parce que pigiste, ça veut dire que tu vas aller chercher un contrat pour une agence. Et que ça veut quand même dire que c'est l'agence qui va prendre le mandat, qui va comme être le contact avec le client et qui va juste te donner le contrat. C'est un peu moins lourd là, à porter. Être travailleur autonome, tu fais tout. Là. Fait que normalement, être travailleur autonome, c'est quelque chose que tu vas faire après avoir pris une certaine expérience, idéalement en agence. Ça reste que l'agence, même si c'est généralement ce que l'étudiant a envie de faire, ce qui est le plus glamour, je dirais, ça reste que c'est pas la seule option. Il y a quand même beaucoup de débouchés dans notre domaine. On peut aller travailler au gouvernement, on peut travailler pour tout plein d'entreprises privées qui ont leur propre petite agence à l'interne. Les débouchés sont vastes, ce qui fait que quand nos finissants se cherchent un emploi en fin de formation, ils cherchent pas tous le même emploi, en fait, là. Il y a pas comme quelques gros joueurs, puis t'appliques sur ces 4 jobs possibles-là, puis si on te dit non, ben t'attends 3 mois pour réappliquer aux mêmes places, là, finalement, là. Ça reste que t'as tout plein de possibilités de recherche d'emploi auxquelles, des fois, on pense pas. Pour terminer, là, les étudiants qui vont en stage, t'en as-tu beaucoup qui, après, restent dans le même endroit où ils ont travaillé? Quand ils ont la chance de pouvoir se dénicher une opportunité de stage, encore là, tu sais, je veux dire, c'est toujours une question de marché. Est-ce que les portes s'ouvrent? Est-ce que les gens qui prennent des stagiaires ont la chance de leur offrir un emploi après? Est-ce que les besoins sont là? Mais la grande majorité du temps, nos stages se transfèrent en emploi par la suite. Quand ça se passe pas, c'est vraiment... En ce moment, on n'a pas besoin, mais tu es sur le top de notre liste. À la seconde où quelqu'un part, l'objectif, c'est de te garder. C'est juste, si ça se passe pas, c'est vraiment parce qu'en ce moment, il n'y a pas de besoin. C'est pas parce que tu fais pas l'affaire. En tout cas, pour l'instant, c'est pas arrivé vraiment là, que quelqu'un aille en stage puis qu'on fasse comme, écoute, c'était le fun, c'était une belle expérience, mais on va te dire bye. Pour l'instant, nos stagiaires ont été conservés. Ça fait des beaux contacts aussi là, à avoir. Mais merci, Sophie. C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.